3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mardi? Et oui, me revoilà ce matin, après avoir fait un hot react hier concernant la perf énorme de Jason Tatum de 51 points. Sur son match 7, je repars encore en hot react. Ouais, depuis hier, partout, sur les réseaux, dans les médias, je vois un flot de critiques qui s'abattent sur les Sixers et sur Joel Embiid. Du coup, moi j'ai voulu essayer de faire le bilan de tout ça et débunker, un petit peu à chaud. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Joel Embiid mérite-t-il toutes ces critiques ? Et voilà, comme c'est le cas depuis 22 ans consécutifs maintenant, les Sixers ont été éliminés avant d'accéder aux finales de conférence. Tout ça, c'est devenu une habitude un peu, c'est toujours frustrant, c'est sûr, pour le fan des Sixers que je suis, surtout que là, ces derniers temps, l'équipe fait que chaque année, j'arrive à y croire un peu, et ils échouent, mais c'est comme ça, c'est la loi du sport, on peut pas toujours gagner, même si j'aimerais que de temps en temps la roue tourne un petit peu, parce que bon, depuis le début du process, de toute façon ça se voit, les Game 7, que ce soit Brett Brown ou encore Doc Rivers qui les coach, c'est pas du tout le truc de cette team de Philadelphie version Joel Embiid. On a beau toujours trouver des excuses comme l'énorme shoot de Kawhi en 2019, le choke mental de Ben Simmons en 2021 et maintenant les 51 points de Tatum en 2023, il y a toujours un truc, toujours quelque chose qui prive les Sixers d'une finale de conf. Certains ont beau penser que c'est la faute à pas de chance, que l'équipe est poissarde, au bout d'un moment, non. Il faut dépasser ces fausses excuses et trouver des coupables ou au moins des raisons. Du coup, comme je vous l'ai dit, depuis hier, je lis un petit peu ce que je trouve sur les réseaux, je regarde ce que vous m'écrivez dans les commentaires un petit peu partout aussi, je vais écouter l'intégralité des conférences de presse, je vais lire des articles d'analystes aussi pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et perso, c'est difficile de se faire une idée parce que partout, je trouve de tout et n'importe quoi, c'est complètement fou. Entre ceux qui sont dans le déni complet et qui pensent que tout va bien, ou les autres qui profitent de l'occasion pour mettre cette team plus bactère, comme si elle en avait besoin elle aussi, j'ai rarement vu autant de divisions dans les réactions, même parmi les analystes les plus réputés, c'est complètement hallucinant. Alors pour la première fois de ma vie, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale où je vais oublier le côté mesuré que j'essaye d'avoir parfois en tout cas, pour essayer de vous dire franchement ce que j'ai pensé de cette team en play-off, dans la peau d'un fan, mais aussi ce que je peux imaginer concernant son futur. J'aurais donc pu parler de Doc Rivers, l'un de ceux qui depuis son arrivée aux Sixers prend toutes les balles en pleine poitrine, et c'est vrai qu'il y a des choses à dire. Cependant, malgré cette espèce de storytelling, qui montre que depuis son titre avec Boston en 2008, il n'arrive plus à faire la différence en play-off, et notamment dans les matchs 7, chose qui s'est encore remarquée cette saison, perso, sur cette campagne de play-off, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. En vrai, il a tenté quelques ajustements au niveau de ses rotations. Il a donné des minutes à Daniel House par exemple, plutôt qu'à Jalen McDaniels en cours de play-off quand McDaniels assurait pas. Tactiquement, il a essayé des choses aussi, notamment une zone face à Boston par exemple qui était pas dégueulasse. Il a assumé aussi de titulariser Tyrese Maxey devant Melton alors qu'on sait que la rotation entre les deux était pas forcément claire en saison. Perso, j'aurais préféré Melton, mais Doc Rivers a fait un choix fort, il l'a assumé et c'est très bien ça aussi. Il a su motiver James Harden aussi visiblement là avec sa fameuse chanson de gospel de You Know My Name. Je trouve également que ses assistants, Dave Yorger, Dan Burke, Sam Cassell, ils ont fait du bon taf aussi de manière globale. Quand j'entends dire que Doc Rivers a de grosses lacunes tactiques, je suis pas forcément d'accord. Il en a, comme tout le monde, mais pas plus que n'importe qui, j'ai l'impression en NBA. Et dans cette demi-finale de conf, jusqu'au match 5, tout le monde semblait ok sur le fait que, apparemment, il était complètement en train d'outcoacher son vis-à-vis à Boston, Joe Mazzulla, avant que la narrative, encore une fois, ne change avec ce nouvel échec au match 7. Bien sûr, il aurait pu faire des prises à deux sur Tatum pour essayer de limiter, il aurait pu aussi faire en sorte de trouver une solution pour mieux couvrir les pick and roll des Celtics, tout ça c'est réel, mais au moins, j'ai eu l'impression que, alors que ça lui était reproché à l'époque, lui et ses assistants ont tenté des trucs, et mine de rien, lors de 3 matchs sur 7 dans cette série, c'est déjà pas mal, ça a fonctionné. Alors est-ce que c'est pour ça que je pense qu'il est irréprochable et qu'il faut le garder à tout prix ? Non, pas forcément. L'impression que j'ai, c'est que dans les matchs décisifs, son discours, qui pourtant semble tant apprécier des joueurs en saison, y passe plus. Peut-être qu'il est trop à l'ancienne, peut-être que ça vient des joueurs eux-mêmes, peu importe. Quand t'es coach d'une équipe contender, l'objectif c'est de gagner, et quand tu n'y arrives pas, ça gronde forcément, et ta place est remise en question. C'est logique, c'est l'histoire de la NBA, ça a toujours fonctionné comme ça. Pour moi, en 2023, quand t'es pas coach d'une équipe de jeunes, et encore, l'aspect charismatique compte beaucoup plus que l'aspect tactique, avec des joueurs qui normalement savent jouer. Et ça, de toute façon, l'aspect tactique, au fur et à mesure, j'ai l'impression que ça devient davantage le rôle des assistants. Si Rivers n'arrive pas à tirer le meilleur mentalement de ses troupes,
et pour moi c'est son rôle principal, c'est qu'il faut un électrochoc dans cette équipe des Sixers, et un changement de coach est sûrement nécessaire. Maintenant, attention à ne pas prendre ça à la légère, parce que oui, Doc Rivers il a des failles, mais quand même bien moins j'ai l'impression que l'opinion populaire, qui adore l'utiliser comme tête de turc, on le sait depuis des années, laisse entendre. Ça reste quand même un très bon coach de NBA, un coach référencé qui a fait des choses, qui va en playoff, qui arrive aussi très bien à faire d'une équipe d'underdog quelque chose de bien, il l'a déjà montré avec les Clippers là dans la phase de transition, mais à Philadelphie en tout cas, je pense, en tout cas j'ai l'impression qu'il a fait son temps. Donc changer de coach, oui, je pense que c'est une bonne idée, mais pour qui? Et j'ai l'impression que ce sera pas forcément simple, de trouver justement un mec expérimenté qui arrivera à prendre le lead sur cette ligue, donc sur cette team. Donc changer de coach pourquoi pas, mais pas pour n'importe qui je pense. Après j'ai entendu beaucoup de critiques sur James Harden et son match 7, et c'est vrai qu'après ses matchs 1 et 4 à plus de 40 points, on en attendait beaucoup plus de la part du barbu quand ça comptait, qui encore une fois est passé à côté dans des matchs décisifs, et c'est dommage. C'est comme si le mec avait réussi dans la même série à la fois à sauver puis à enterrer ses Sixers. C'est fou et c'est compliqué de gagner en l'état. Même s'il est un excellent playmaker, j'ai détesté son attitude lors du match 7. Ce manque d'agressivité et cette volonté constante de faire la passe au lieu d'aller au bout. On n'était pas loin d'un Ben Simmons 2021 en vrai, alors peut-être pas à ce point, mais quand même pas loin. Et quand on voit que dans la même série, le barbu a pu faire d'immenses cartons, ça faisait de la peine à voir que là, match 6, match 7, il est complètement inoffensif et ne pense qu'à faire la passe. Il ne veut plus tirer, appeler un écran, faire 2 dribbles dans la peinture et ressortir dans le corner, pour un PJ Tucker ou un Tobias Harris qui eux ont une adresse aléatoire, ça va 5 minutes, mais ça fait pas gagner un match 7 si tu proposes pas autre chose, et ça a été flagrant. On peut ajouter à ça son comportement étrange aussi, la gestion des rumeurs qu'il envoie à Houston depuis quelques mois, qu'il a d'abord nié, puis qui semble désormais confirmé, c'est compliqué. Pas facile en vrai de trouver une stabilité en play-off dans ces conditions-là, dans une série face à Boston qui est autant disputée en plus, c'est clair. Là, il est vraiment difficile de savoir ce qu'il veut vraiment le Harden, et malgré son geste financier qui me semblait intéressant l'été dernier pour que l'équipe progresse, si les rumeurs de Houston sont vraies, je comprends pas pourquoi il veut partir. C'est assez contradictoire finalement son comportement. Après, qu'il parte pas, on verra. Son départ finalement, ça peut peut-être être un mal pour un bien, mais c'est pareil que pour Doc Rivers. Le laisser partir, oui, parce qu'il a déçu, qu'il s'est pas montré au niveau dans les matchs les plus importants, qu'il s'est peut-être pas affiché assez en leader non plus, mais faudra lui trouver un suppléant du même niveau ou de niveau supérieur, et ce sera pas chose aisée. Après, il n'y a pas que Doc Rivers et James Harden qu'on peut attaquer, il y a aussi le supporting cast aussi, un Maxi qui est pas assez mature dans ses choix, qu'on peut peut-être transférer aussi pour profiter de sa valeur, un Harris pas assez tranchant qui montre la même chose depuis des années, qui peut peut-être être transféré également, un PJ Tucker qui est trop inoffensif en attaque, des Melton ou des Niang qui sont pas assez réguliers au shoot. Oui, dans la défaite, tout le monde devient critiquable, c'est ce qui se passe chaque année chez toutes les équipes éliminées quand on en attendait plus d'elles, mais est-ce qu'au final, moi je me dis, j'ai envoyé des balles et des flèches sur tout le monde, le principal responsable, finalement, dans cette équipe des Sixers, on a beau critiquer qui on veut, est-ce que ce ne serait pas Joel Embiid? Plus que le coach, plus que James Harden, plus que ses coéquipiers, est-ce que ce n'est pas le MVP 2023 qui, lui, aurait dû porter sa team pendant ces matchs super importants de playoff? Eh bien, je pense que si. Regardez ce qui s'est passé du côté de Boston. Si les Seas avaient été éliminés face aux Sixers, on aurait fait pareil. On aurait critiqué Joe Mazzulla, on aurait critiqué Jaylen Brown, la maladresse des shooters, Jason Tatum et son irrégularité au sein d'un seul et même match. On aurait critiqué qui vous voulez et on aurait très vite oublié leur participation en finale NBA de l'année dernière. On aurait dit que l'équipe maintenant était suffisante, prétentieuse. Des mots qu'on a pas mal entendus depuis le début de cette post-season. Résultat, aujourd'hui, maintenant que ces Celtics se sont qualifiés en finale de conf, tout est oublié. Et pourquoi ça? Eh bien parce que leur leader, Jason Tatum, en mode patron, a pris les choses en main complètement lors du money time du match 6, puis lors de tout le match 7, afin de protéger sa team d'une telle narrative. Est-ce que c'est pas ça qu'on attendait de l'autre côté de la part de Joel Embiid? Évidemment que si, et c'est là que moi j'en fais mon principal responsable. Là je le répète, mais on parle du MVP 2023. C'est lui qui, sur le terrain, quel que soit l'adversaire, doit être le patron. Et ne nous mentons pas, dans cette série, et même plus globalement dans tous ses playoffs, le Joel, on ne l'a pas vu assumer ce statut. Voir la passivité qu'il a eu dans les matchs importants, voir son attitude, la tête basse, mais aussi voir à quel point il a mal géré les prises à deux, quand t'es fan des Sixers, je vous jure que ça fait mal. Le mec était méconnaissable, et je veux même pas entendre parler de blessures. Un Joel Embiid sur le terrain, quelle que soit sa santé, il doit tout péter, quel que soit l'adversaire, c'est pas une option. Perso, je l'adore ce joueur, en plus de ça, c'est compliqué, parce que depuis plusieurs saisons, c'est lui le process, c'est lui le cœur et l'âme de cette équipe de Philadelphie, mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Alors que je pensais qu'il
avait vraiment progressé dans sa gestion des prises à deux en saison, et que son niveau de jeu semblait le confirmer finalement. Il a réalisé pas mal de passes décisives avec une belle gestion. Et bien quelle catastrophe ça a été pendant les playoffs. On pourra parler bien sûr de l'adaptation de Joe Mazzulla qui a titularisé Robert Williams pour le gêner. C'est vrai que ça a marché, mais pour moi c'est même pas ça le problème. Joel Embiid, Robert Williams, il doit le dominer. Mais là, à chaque fois qu'il a été pris à deux, il se passait la même chose. Joel forçait un shoot ultra difficile ou perdait la balle. Bon, bien sûr, des fois, ça a marché. Il a lâché de bonnes passes, comme pour le game winner de James Harden lors du match 5, mais ça restait rare, c'était un exploit. Et Joel Embiid, dans sa gestion offensive, non seulement je l'ai trouvé brouillon, peu inspiré, mais surtout en manque total d'agressivité. Et puis cette passe lors du match 5 pour James Harden, on peut revenir dessus, mais en vrai, il était face à Jason Tatum. Pourquoi il va pas lui scorer sur la tronche, même si au final, ça s'est bien fini pour les Sixers. Encore une fois, ce manque d'agressivité, je le trouvais flagrant, et pendant toute la série. Il est où ce mec qui en saison régulière pouvait démolir n'importe qui, n'importe quelle défense, qui pouvait en planter 52 face aux Celtics, en faisant preuve d'une domination extrême. Personnellement, dans ces playoffs, je l'ai pas vu, et c'est ce gars qui a manqué aux Sixers plus que n'importe qui d'autre. Là, on a vu un Al Horford de 36 ans lui rentrer complètement dans la tête. On a vu un Marcus Smart d'1m90 le gêner comme si Marcus Smart il faisait 120 kilos. Aucun disrespect pour ces deux joueurs, mais ça, quand t'es le MVP, c'est pas normal. Surtout qu'en vérité, je peux même pas dire que c'est spécifique à cette défense, à ces joueurs ou à cette série. Rappelez-vous, au premier tour, quand les Nets sont défendus hyper agressivement sur Joel, ok, les autres joueurs, les autres Sixers heureusement se sont montrés au rendez-vous, mais lui, il était à la peine, et pas qu'un peu, il était complètement déstabilisé par l'intensité que ses adversaires mettaient sur lui en playoff, et ça pique pour un MVP, moi je trouve, de se faire sortir de son match, voire même de sa série de la sorte. Il ne s'agit donc pas des défenses, il s'agit de Joel qui clairement devait élever son niveau de jeu quand les playoffs sont arrivés. Il ne l'a pas fait, et maintenant, c'est tout Philadelphie qui pleure, et je fais partie des gens qui pleurent, c'est comme ça maintenant. Après, je l'ai vu, il y en a qui sont positifs, qui le soutiennent, en disant que personne ne pouvait rien faire face à une telle défense de foot de toute façon. Ça, moi, je suis pas forcément d'accord. Si seule une prise à deux arrive à faire sortir de ses gonds le mec qui est censé être le meilleur joueur de la ligue, pour moi, c'est qu'il y a un problème. C'est pareil, il y en a d'autres qui disaient, mais c'est pas grave, regarde, il a compensé en défense, il a fait un taf monstre de ce côté-là du terrain. Et je suis pas non plus entièrement d'accord. Oui, c'est vrai qu'au début de la série face aux Celtics, il a été exceptionnel de ce côté-là du terrain. Il a posé de gros contres sur Tatum, sur Smart, sur Brown, sur Horford, sur qui vous voulez. Il a super bien protégé le cercle et ça, c'était très cool. Sauf que ça, plus la série avançait et moins ça devenait flagrant. Le nombre de fois où il a laissé des coupes se faire dans son dos sur les 2 derniers matchs, c'était désespérant. Se focus sur la balle pour mettre des contres sur tout le monde, c'est bien, mais laisser Al Horford ou Robert Williams faire ce qu'ils veulent derrière toi et se laisser envoyer des passes lobées sur des cuts, non, ça c'est rédhibitoire quand t'es un bon défenseur. Tout ça, ce sont des critiques réelles que je fais. Ces playoffs ne sont pas dignes d'un MVP. Sauf que maintenant, attention, j'entends dire partout que son trophée de MVP, il ne le mérite pas, vu le niveau qu'il a affiché dans cette post-season. Et ça, c'est pareil, je ne peux pas du tout le valider. Autant, toutes les critiques qu'il peut recevoir sur son jeu en playoff, je peux les entendre, je peux les recevoir, et même je les formule moi-même. Je vais sûrement plus loin que pas mal d'entre vous. Mais ça, c'est compliqué, parce que les playoffs, et ce qui s'y passe notamment, ça n'a rien à voir avec le trophée de MVP. Le trophée de MVP, c'est un trophée qui est décerné, on ne le répétera jamais assez, pour le niveau qui est affiché en saison régulière, et seulement en saison régulière. Les playoffs n'ont rien à voir là-dedans, il ne faut pas tout mélanger. Et même si, ok, cette saison 2022-2023, on aurait pu le filer à Giannis Antetokounmpo ou à Nikola Jokic, ça n'aurait été pas un scandale. Moi, je m'en fous. Ce qu'il a fait en playoff, ce que Joel Embiid a fait en playoff, ne doit pas du tout être pris en compte pour ce qui est de ce trophée et de voir s'il le mérite ou pas. Quand j'entends dire que même en saison, Joel ne performe que contre les faibles et choke contre les gros, et que c'est pour ça qu'il peine en playoff, je suis désolé, mais ça aussi c'est faux. Encore une fois, je veux bien qu'on le critique, mais attention à ne pas non plus dire n'importe quoi pour ajouter de l'eau à votre moulin. C'est 47 points contre les Nuggets, c'est 52 points contre les Celtics, c'est 32 points contre les Bucks, avec une grosse intensité, à chaque fois dans des victoires. Les gens les ont vite oubliés, c'est pas des petites équipes ça, non, Joel est capable de performer face à des gros. Perso, sur la saison en NBA, j'ai pas trouvé un seul joueur plus dominant que Joel Embiid. Son titre, il l'a eu, il le mérite, et basta, moi je pense que fin de l'histoire maintenant. Je veux plus entendre de débat à ce propos qui justifie que non, il le mérite pas en raison de ses prestations en playoff. Ça, c'est vraiment tout mélangé, ce sont deux choses vraiment distinctes, vraiment différentes. Par contre, là je suis d'accord avec ça, dire qu'en playoff, son niveau n'a pas été digne du MVP qu'il était, c'est très différent. Mais ça, je le valide complètement. Non, il n'a pas assumé son trophée de MVP en playoff. Il le mérite sur sa saison, juste il l'a pas assumé. Et puis, de toute façon, ok, si vous cherchez de l'eau à ajouter à votre moulin, vous inquiétez pas, il y en a
plein d'autres, hein. Vous avez même pas besoin d'utiliser cet argument du MVP. J'ai tout plein d'autres billes, vous inquiétez pas. Et là, je vais même sortir de l'aspect stratégique, je vais même sortir de la façon dont il joue au basket tactiquement ou même physiquement avec ses skills. Je vais parler de son leadership et de ce qui se passe dans sa tête. Dans ses playoffs, c'était à Joel de montrer l'exemple en termes d'attitude. C'était à lui de prendre son équipe sur son dos, des deux côtés du terrain. C'est lui qu'on attendait comme un patron. Bilan des courses, il a fallu une avoinée de PJ Tucker au match 3 pour qu'il se remette dans son match, et surtout, dans son comportement, dans son attitude, dans son body language, dans ce qu'il a montré, je ne l'ai pas trouvé leader. Est-ce que le mec avait rempli son objectif en remportant son titre de MVP et qu'après il s'en foutait de la win? Je peux pas croire ça. Tous les joueurs NBA sont quand même un minimum des compétiteurs. Mais pourtant, on va pas le cacher, c'est l'impression qu'il donnait. Regardez un petit peu son body language, là, ce qu'il montre corporellement dans cette série. On avait un Joel qui paraissait usé, désengagé, avec les bras ballants ou les mains sur les genoux, comme s'il subissait totalement et n'était capable d'aucun sentiment de révolte. Encore une fois, sa blessure, je veux bien qu'elle excuse certaines choses, mais plus ça allait, et moi j'avais l'impression qu'elle avait d'impact sur son physique, sa blessure. Et même au début de la série contre Brooklyn, où son genou n'était pas blessé, je le trouvais déjà dans cette espèce de mauvais mood. Si tu veux être le leader de ton équipe, si tu veux que tes coéquipiers te suivent, tu ne peux pas te montrer paresseux sur les efforts, tu ne peux pas être complètement effrayé par les grands moments, arrêter de mettre des shoots à 3 points alors que t'es bon là-dedans, tu peux pas non plus refuser le combat à l'intérieur alors que tu es beaucoup plus dominant et costaud que tout le monde, surtout quand il s'agit, en plus de ça, peut-être du match le plus important de ta carrière. Et puis ces espèces de sourires là, en fin de match, en conférence de presse, en vrai j'ai pas compris non plus, ça correspond pas à l'attitude de guerrier qu'on attend chez Joel Embiid. Embiid, pour gagner, il doit être un tueur, pas un mec qui se satisfait d'être MVP, puis de sortir au deuxième tour. Par contre, encore une fois, même si sur ces choses négatives il y avait beaucoup de choses à dire, moi j'ai pas compris pourquoi on est allé en rajouter, en allant inventer des choses et en sortant des éléments de leur contexte. Rien que sur tout ce que je viens de dire, de toute façon, des critiques à faire, il y en a déjà à l'appel, il y en a tout plein. Pourtant, là, on est allé, c'est ce que j'expliquais, relayer un bout de phrase pour en faire de jolis visuels, bien clickbait sur les réseaux, qui laissent penser que lui il se remettait pas en question et qui rejetait absolument tout sur la faute de ses coéquipiers. En même temps, quand on voit le bout de déclaration qui a été pris, moi je comprends que ça puisse faire sauter au plafond. Je cite: James et moi, on ne peut pas gagner seul, le basket se joue à 5 contre 5. Bah ouais, forcément, quand on lit que ça a été normal, ça a été l'enflammade partout, en mode Embiid ne se remet pas en question, il accuse tout le monde chez les Sixers sauf Harden, il dit que c'est de la faute des autres si Philly a perdu, et ça c'est abusé vu le match 7 ignoble qu'il a pondu. Tout ça, moi je peux complètement l'entendre, s'il avait vraiment dit ça et rien d'autre, il y avait de quoi lui tirer dessus à balles réelles. Sauf que méfiez-vous, des phrases comme ça sorties de leur contexte, c'est très souvent que ça arrive sur les réseaux, elles sont relayées pour faire du buzz, et justement, prenez un petit peu de recul quand vous voyez une phrase comme ça, et allez écouter l'intégralité de la conférence de presse, s'il vous plaît, avant de vous faire un avis définitif. Sa décla complète, moi je vais vous la lire. Donc je l'ai écrite là sur mes notes. Il dit: notre saison se finit sur un goût d'inachevé. Nous n'avons rien gagné alors que je pense que nous avions une chance de le faire. Déjà, on est allé en 7 matchs alors que nous avions l'occasion de finir ça à la maison, mais nous ne l'avons pas fait. Je pense toujours que nous avons une chance de gagner à l'avenir. Nous avons ce qu'il faut pour ça. Je pense que James Harden et moi, on a toujours une chance de gagner, mais ça ne dépendra pas que de nous. Je dois revenir meilleur et je le serai. C'est là-dessus que je me concentre. Tout le monde doit revenir et trouver des façons de continuer à progresser pour aider l'équipe. Je ne peux pas gagner seul. James et moi ne pouvons pas gagner seuls. Le basket se joue à 5 contre 5. Donc nous avons besoin que tout le monde, sous-entendu Harden et lui y compris, continue à trouver des moyens de progresser et ensuite tout ira bien. Est-ce que vous là, vous avez l'impression qu'il dit que dans le match 7, les Sixers l'ont perdu à cause des autres? Moi, pas du tout. Moi, j'ai pas l'impression qu'il parle de ça. Il parle pas du match 7, il remet en question les prestations de personne lors du match 6 ou lors du match 7. Non, il parle du futur, de l'avenir des Sixers, comment ils pourront gagner à l'avenir. Il dit pas, comme je l'ai vu partout sur Twitter, James et moi, nous, on a été au niveau et c'est aux autres de progresser. Non, stop la réinterprétation sur un bout de phrase. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un mec qui a été éliminé, qui fait son discours de remise en question personnelle, qui confirme que lui et James Harden doivent élever leur niveau de jeu dès la saison suivante pour gagner, comme tout le monde le dit, il ne le cache pas, mais que ça ne suffira pas parce que le basket se joue à 5 contre 5, donc tout le monde doit se motiver et bosser pour que l'équipe soit meilleure. Point barre. Pourquoi en faire plus? Pour moi, c'est un discours de fin de saison lambda, après une élimination, comme des tonnes et des tonnes de joueurs en ont fait dans leur carrière sans jamais être embêtés. En mode, voilà, je me remets en question, on remobilise toutes les troupes autour des leaders et tout le monde se met au boulot ensuite pour aller de l'avant. C'est ce qu'il a voulu faire, Joel, et c'est ce qu'il a dit en plus de ça, si on sort pas les bouts de phrases de leur contexte. Mais non, vu que certains ont fait ça, ça a été perçu complètement autrement. Je vais pas revenir là-dessus d'ailleurs non plus, mais réécouter sa conférence de presse quand il parle de Ben Simmons en 2021. Ça aussi, il a dit des choses qui ont peut-être dépassé les bornes, mais ça a largement été exagéré, ça a largement été montré en drama, en isolant seulement la phrase qui
qui piquait, et en oubliant toutes les phases juste avant où il se remettait en question, où il disait qu'il avait pas été au niveau, où il disait qu'il avait perdu trop de ballons, et en disant que ça partait de lui la défaite et pas de Ben Simmons. Mais tout le monde ensuite, justement, à cause d'un bout de phrase, a réinterprété en disant « Ah oui, ça y est, Joel se remet pas en question », et il jette toute la faute sur Ben Simmons qui balance en pâture au lion. Tout ça, encore une fois, c'est exagéré, et je trouve que c'est très compliqué de juger sur un bout de d'éclat quand on n'a pas toute l'interview. Franchement, est-ce que c'est juste du storytelling, ça? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter tout ça? Pourquoi vouloir toujours ajouter cette espèce d'huile sur le feu? Comme je l'ai dit, il n'y en a pas besoin pour le descendre, il n'y a pas besoin de tout ça pour le descendre, il n'y a pas besoin de tout ça pour accuser son leadership, son attitude sur le terrain, son sourire en conférence de presse, toutes les choses dont j'ai parlé avant, mais ça, moi, ça m'a donné envie de vomir, clairement, et ça suffit pour le critiquer. Pas besoin d'aller chercher du débat ou du drama là où il n'y en a pas. Non, il y a déjà une super base pour le critiquer, si vous voulez le critiquer. Parce que oui, on peut descendre qui on veut à Philly, pour moi, Joel Embiid est le gros responsable de l'échec des Sixers cette année. Quand tu veux développer une culture de la gagne, tout doit partir de ta superstar, de son attitude, de son envie et de sa domination. Son désengagement sur le terrain, moi, ça m'a pas donné envie de le suivre. Si j'étais un de ses coéquipiers, je serais un petit peu dubitatif, j'aurais pas envie de tout donner. Et il y a bientôt 30 ans, moi je me dis que Joel, maintenant, il doit plus avoir d'un PJ Tucker qui lui gueule dans l'oreille pour se motiver. Non, maintenant, Joel Embiid, il doit en être conscient. C'est un MVP. Il en est à un stade où c'est lui qui doit motiver les autres, pas lui qui doit se faire motiver par les autres. Il doit remettre en question toute son approche mentale pour ça, plus que son niveau de jeu, je pense. Par contre, ça, moi, je vais le répéter, mais je veux vraiment être tranchant là-dessus. Je ne veux plus entendre dire qu'en raison de ses perfs mauvaises en playoff, Joel Embiid ne mérite pas son trophée de MVP. Je vous l'ai expliqué juste avant, ça n'a rien à voir. Je veux pas non plus entendre dire qu'en conférence de presse, il accuse tout le monde sauf lui, en jetant tous ses coéquipiers sous le bus sans se remettre en question. Vous l'avez vu avec la déclaration complète, tout ça aussi c'est faux. Même s'il a peut-être des propos maladroits, moi je pense pas que là l'idée ce soit de critiquer ses joueurs. Non, je le répète, il veut mobiliser tout le monde, au moins dans le discours. C'est peut-être un discours plaqué, mais pourquoi critiquer ça? Le nombre de joueurs qui font des discours plaqués en conférence de presse, je les compte à l'appel. Hors de ça, moi je trouve que si on oublie le fait, il mérite pas d'être MVP parce que ses playoffs sont nuls et il passe son temps à jeter ses coéquipiers sous le bus en conférence de presse, moi je pense que si on oublie ça, par contre, toutes les critiques, chaque mot des critiques, chaque pic qui lui est envoyé est mérité. Et là, il doit se remettre en question pour tout le reste, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Et croyez-moi, toutes ces critiques, toutes ces piques, elles vont continuer à pleuvoir pendant les prochains mois. Aujourd'hui, Joel Embiid, c'est une superstar qui doit agir en superstar quand les playoffs viennent, et pas seulement en saison. Et ça, il l'a pas fait, et pour ça, que ce soit dans son jeu ou dans son attitude, oui, il mérite de vraies critiques. Maintenant, on va peut-être assister à un changement de coach, on va peut-être voir James Harden partir, on va peut-être voir une équipe qui va se reconstruire différemment autour de Joel, peut-être un départ de Tobias Harris, qui sait, peut-être même un départ de Tyrese Maxey, comme je disais tout à l'heure, pour profiter de sa bonne cote sur le marché. Mais pour moi, de toute façon, quoi que tu construises, si Joel Embiid ne se remet pas en question, ça changera pas grand-chose. Désormais, le process qui avait pour but de créer une équipe compétitive autour de Embiid pendant que lui se développerait est terminé. Maintenant, lui, il est développé. Il faut passer à autre chose. Pour que les Sixers gagnent, il faut désormais enterrer complètement ce process et entamer une nouvelle phase, la domination, et pas qu'en saison, la domination en play-off. Mais ça, Joel, en est-il capable? Eh bien, je dois dire que j'ai de plus en plus de doutes. Peut-être que maintenant qu'il a remporté le trophée de MVP, ce serait optimiste, maintenant qu'il est débarrassé de ça, il va pouvoir se libérer et peut-être mieux performer en play-off dans le futur, en se disant, ça c'est une case qui est cochée, maintenant la prochaine case c'est le titre, pourquoi pas? Mais honnêtement, j'y crois pas beaucoup, quoi. Moi, j'aimerais revoir ce mec qui domine, ce mec qui électrise la foule, là, qui fait l'avion comme on l'avait vu face à Toronto, qui déborde de confiance en lui. C'est ce joueur-là qui est performant et qui peut être très utile à ses Sixers. Ce leader qui joue avec le sourire, qui joue avec du plaisir et qui prend un malin plaisir à dominer ses adversaires. Mais ce joueur-là, qu'il est capable d'être, cette année en play-off, je ne l'ai pas vu, et j'ai peur qu'il soit en train de disparaître. Et ouais, c'est ma crainte en fait. Et pourtant, pour que les Sixers gagnent, moi je pense que Embiid, chaque match qu'il aborde, il doit le faire en mode, c'est moi le meilleur sur tout le terrain, tout le monde a confiance en moi, et tout le monde a confiance en moi, pourquoi? Parce que je vais tout écraser, je suis le MVP. Il doit avoir une attitude de chien de la casse, plutôt que de joueur qui va multiplier les flops, qui va en rajouter sur chaque contact, et qui le rend si détestable aux yeux de beaucoup. Je peux comprendre, le mec qui devient limite soft alors qu'il a un physique de Golgoth. Ça c'est assez incroyable. Perso, moi je préfère un Joel beaucoup trop chambreur mais qui va dominer et augmenter son niveau de jeu grâce à son automotivation qui va se donner, plutôt qu'un Joel là les bras ballants qui subit, qu'on a beaucoup vu contre Boston. Et même si bien sûr il pourra peut-être pas être parfait comme ça, et même si bien sûr des gars comme PJ Tucker pourront l'aider à avoir cette attitude là, mais moi je pense que ça doit partir de lui avant tout. Il doit se remettre en question. C'est mon body language, mon attitude, c'est tout ça qui doit changer si je veux
booster toute la team. Et il y en a besoin. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce chien de la casse, là, il en a pas l'ADN. Il est pas sûr qu'il soit capable de le devenir. Et s'il trouve pas des solutions pour corriger cette attitude, ce comportement, eh bien, ça me fait peur. Et je pense que, malheureusement, les fans des Sixers, dont je fais partie, pourront encore attendre de très très longues années avant de pouvoir espérer gagner un titre. Et vu la qualité de l'effectif qui a été construite, c'est bien dommage. Allez, maintenant, à toi, Embiid, remobilise-toi et fais-nous des dingueries. Je suis persuadé que t'as les moyens mentaux de le faire et de te remettre en question, mais pour ça, va vraiment falloir se bouger le fion. Voilà pour ce qui est de ma critique à chaud sur Joel Embiid. Je sais, je suis allé loin, mais je crois que c'est une autothérapie aussi, j'avais besoin de me lâcher. Voilà pour ce qui est de ce nouvel Hot React. Vous en pensez quoi à vous de ce Joel Embiid? Vous y croyez pour l'avenir? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous imaginez et comparer vos avis avec le mien. Mais bref, allez, je me calme, et pour bien finir les choses, on pense à mettre son pouce vers le haut et à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça apporte énormément de force et croyez-moi, juste après cette élimination des Sixers, j'en ai amplement besoin. Merci à vous pour votre écoute en tout cas, et moi je vous dis à très vite.